Alors, messieurs, avant d'ouvrir ce débat, je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction de NCI. Jean Lubillon, cadre du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, affirme sa volonté d'être candidat à la prochaine élection de 2025. Après l'annonce dans son fief à Dabakala de cette candidature, il multiplie les déclarations et autres interviews dans lesquelles il estime être le meilleur choix pour défendre les couleurs du parti fondé par le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny à la prochaine élection de 2025. Tensant dans la foulée, le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam. Moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Tidjane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Le successeur de Aimé-Henri Konan Bédié, à travers un podcast, a répondu à toutes ces critiques, donnant rendez-vous à ses adversaires à la convention du parti. Les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite. Pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition de qui? Là, j'ai été affronté aux meilleurs cerveaux, aux gens les plus compétents dans différentes géographies. J'invite tous ceux qui sont au PDCI, qui souhaitent être candidats à la convention, à venir m'affronter et je les battrai. Voilà. Tout le monde sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Les 96,5% d'électeurs du PDCI qui ont voté pour moi, et ils savent que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple ivoirien. Le peuple a une grande intelligence, et ce qui compte pour eux, c'est de savoir qui peut les aider. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. C'est un concours de résultats. À quelques mois de la prochaine présidentielle, les états-majors se préparent activement. Le PDCI-RDA réussira-t-il à maintenir la cohésion en son sein avant cette étape? Alors, messieurs, avant de poser la première question, j'aimerais que vous preniez l'engagement ce soir devant les Ivoiriens qui nous regardent. On aura un débat sans invective, un débat civilisé, on est tous d'accord? Oui. Réi Bénard, je me tourne vers vous. Vous êtes la voix officielle du PDCI-RDA ce soir sur ce plateau. La question que les Ivoiriens se posent, c'est que se passe-t-il au sein de la maison? Réellement, que reproche-t-on à Jean Lubillon? Merci, madame. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. D'accord, dites-nous. Il n'y a aucune tension au sein du PDCI-RDA. Okay. Je le dis parce que peut-être vu de l'extérieur, ceux qui ne sont pas dans la maison, ils pensent qu'il y a une tension. De toute façon, on a toujours été habitués à cela. Mais je voudrais, pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres, dire un peu le parcours du PDCI en ce genre de situation. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, on peut le résumer en termes d'orgueil de génération. Le PDCI a connu, tous ces leaders successifs ont connu, Oufoué a connu. Quand Oufoué est arrivé à l'indépendance, tous les grands intellectuels conduits par Jean-Baptiste Moké, Jean Konabani, Dr Amadou Koné, Kodiara, pour ne citer que ceux-là, ils ont trouvé que Houphouët-Boigny était un médecin africain qui ne méritait pas de les guider. C'est comme ça que quand, en 1959, le premier congrès, Houphouët étant en Europe, il devait revenir, c'est son ami Auguste Denis qui jouait le premier rôle ici en tant que dirigeant au premier plan de la Côte d'Ivoire. Okay. Il voulait donc lui donner une place pour que lui vienne être président de la République. D'accord. Il a proposé à ce que Auguste Denis soit le secrétaire général du PDCI-RDA. Les gens de sa génération qui ne voulaient pas de son autorité se sont opposés à cette volonté. Et cette génération-là a présenté un candidat contre Auguste Denis, qui était Jean-Baptiste Moké, et il a battu le candidat d'Houphouët-Boigny. D'accord. Avec Bédié, nous avons connu cela. Vous étiez là, peut-être un peu plus jeune, mais il était question de l'application de l'article 11 de la Constitution à la mort d'Houphouët-Boigny. Mais les gens de génération de Bédié, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? Que Bédié n'est pas le meilleur d'entre nous. Il serait donc fallacieux que par une tournure d'application d'un texte, une disposition constitutionnelle,
qu'il accède au pouvoir d'État. Il a eu cette intention de créer le Conseil d'État. Il a fallu que le parti fasse bloc en son temps, avec le secrétaire général Fologo, aidé par ses membres Didier Madi et Louis Bernard, pour ne citer que ceux-là, pour faire barrage à cette tension. Okay. Même quand on est arrivé au congrès de 1994, pour accéder à la présidence du parti, à la mort d'Oufoué, il y a eu le même problème. Parce que les gens de la génération ne reconnaissaient pas l'autorité. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, sans interrompre ce cours d'histoire, parce que le temps... Quand oui, d'accord. Non, mais ce que je vais vous dire, je vais chuter sur le présent. Allez-y, rapidement. Le présent aujourd'hui, ça veut dire que le président Tidjane Thiam accède à la présidence du parti à la suite d'Henri Konan Bédié. C'est le même scénario de 63, le même scénario de 93 qui se reproduit aujourd'hui. Mais le PDCI a cette capacité qu'aucun Ivoirien ne peut lui régner, c'est vraiment sa capacité de résilience qui permet qu'à chaque épreuve, il réussit à s'en sortir. Il n'y a pas de scission. Vous savez, il n'y a qu'au PDCI qu'on peut entendre ce genre de discours. Parce que c'est le parti démocratique. C'est le parti qui accepte vraiment la contradiction en ouvert. Ce que nous déplorons, et peut-être qui vous amène à vous poser la question de est-ce qu'il n'y aura pas une scission, c'est la place sur laquelle le discours qui devait être un discours interne au parti est porté aujourd'hui. Le président du parti a été élu. Il a enclenché un programme. Mais si on estime qu'il y a des manquements, c'est au sein du parti que cela se règle. C'est au sein du parti que les complaintes se font sans sentir. Ce n'est pas sur la place publique qu'on le fait. Le faire ainsi, je ne pense pas que ce soit la voie la mieux indiquée pour pouvoir construire le parti, pour pouvoir faire en sorte qu'on aille à l'objectif final. Mais cela dit, je voulais vous rassurer qu'il n'y a aucune difficulté, que le PDC est habitué à ça. Bédi a connu, Oufoué a connu. Donc, aujourd'hui, c'est le tour de Tidjane Thiam de connaître ce qu'il y a à faire et que le parti a l'habitude de faire et qui sait très bien faire, c'est que le parti va faire bloc, une union sacrée autour de son président pour pouvoir nous amener ce qui est l'objectif le plus important. L'objectif le plus important, c'est quoi? Ça fait 25 ans aujourd'hui que le PDCI a perdu le pouvoir d'État. Nous estimons que nous sommes aujourd'hui dans une posture telle que nous sommes près du pouvoir. D'accord. Et donc la cohésion, c'est l'objectif principal. Ça doit prédominer sur tout orgueil impersonnel. Avant juste de continuer mon tour de parole, un mot sur cette convocation de Jean Lubillon par le Conseil de discipline. On entend bien ce que vous dites, mais il y a bien une convocation de M. Lubillon par le Conseil de discipline qui nous reproche certaines choses, notamment atteinte à l'unité du parti. Je voulais vous dire une chose. Le parti, le PDCI-RDA, a eu 78 ans en avril dernier. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement qui est rodé, qui permet qu'il ait cette longévité. Donc il y a les fonctionnements qui sont là. Il y a le conseil de discipline, il y a le comité des sages. Il y a tout cela qui interviennent. Donc cela procède du fonctionnement normal du parti, que chaque institution qui a son autonomie puisse vraiment jouer son rôle. S'il estime qu'à un moment donné, il doit pouvoir intervenir. Okay. Mais cela dit, le dossier étant pendant devant le conseil de discipline, je ne suis pas membre du conseil de discipline, même si je l'étais, ce n'était pas le lieu, et comme je le reproche aussi à celui qui est intervenu, ce n'était pas le lieu de venir déballer les problèmes internes au conseil de discipline. Donc moi, c'est ce que je voulais dire, le conseil de discipline fait son travail, parce que s'il estime que vraiment il y a un dysfonctionnement, il pourra le faire. Mais convoquer quelqu'un devant le conseil de discipline, je crois qu'il faut qu'on soit sûr. Ce n'est pas forcément que ça débouche sur une exclusion, sur une sanction, mais ils vont l'entendre certainement. Je n'en sais rien. Ils vont l'entendre sur quoi? Je dis je n'en sais rien parce que c'est ce que je vous dis. Je dis je n'en sais rien parce que je ne suis pas membre du conseil économique. Je ne souhaiterais pas, comme c'est un dossier pendant devant cet organe, je ne souhaiterais pas que le débat s'étende sur cet aspect parce que c'est un aspect purement juridique et technique. On vous a bien compris. Michel Beta, un mot sur ce qui se passe au sein du PDCI. Bon, moi j'observe que, comme vous avez pu le dire, il y a une certaine
frilosité de certains membres du parti qui, à ma foi, veulent privilégier sans doute l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif, comme l'a souligné le président du parti. Parce qu'aujourd'hui, le PDCI, il ne faudrait pas se le cacher, est dans une dynamique. C'est de reconquérir le pouvoir d'État. Et je pense que si un militant doit agir dans l'intérêt de ce parti-là, c'est de œuvrer à la cohésion. Et je crois que, comme vous l'avez indiqué, ce sur quoi Jean-Luc Bion a été interpellé, c'est de fragiliser cette cohésion-là. C'est pourquoi le Conseil de discipline l'a interpellé. Donc moi, je pense fragiliser la cohésion comment? Non, ça c'est le Conseil de discipline qui a trouvé le mot juste pour dire que certainement ces agissements sont de nature à mettre en mal la cohésion, parce qu'il n'a pas manqué d'adresser une attaque en règle contre le président et tous les organes du parti en indiquant que le président est entouré de personnes qu'il a qualifiées de repéros. Bon, je pense que ce n'est pas des mots indiqués pour parler de ses collègues militants du parti, encore moins ceux qui dirigent cet appareil politique. Parce que je crois que la finalité, quand Jean-Luc Bion s'exprime, il dit qu'il veut être candidat, mais il veut être candidat avec la machine du PDCI. Si tu veux être candidat avec une machine, et que cette machine, déjà, tu l'as démolie en passant par ton président, je me demande bien avec quelle machine tu veux diriger demain. Donc moi, je pense que Jean-Luc Bion allait trop fort, assez fort, de sorte qu'aujourd'hui, je me demande bien s'il est en compétition contre l'opposition ou bien contre le PDCI. C'est la question qui me vient à l'esprit. Et lui seul pourra y répondre. Mais pour l'instant, soit qu'il a dit des choses qui, ma foi, je pense que demain, il ne regrettera pas ses propos parce que faut pas se le cacher, ses propos ont été excessifs. D'accord. Julien Kwao, vous qui avez l'habitude d'observer la vie politique en Côte d'Ivoire, analyse de la situation au sein du PDCI-RDA? Merci beaucoup. J'ai fait une double analyse relativement à la pratique démocratique et au jeu des acteurs. L'actualité au PDCI-RDA pose la problématique de la pratique démocratique au sein de nos formations politiques. Qu'est-ce que la démocratie? C'est le pouvoir du peuple, sinon dans son absolu, du moins dans sa majorité. La démocratie est soit populaire, soit libérale. La démocratie populaire recherche le consensus et s'exprime dans un cadre de parti unique et de pensée unique, où on plébiscite un acteur qui est le champion du parti et qui en même temps est le candidat unique pour la compétition électorale, surtout présidentielle. Ce fut le cas du PDCI-RDA de 60 à 90, où il y avait un consensus autour de la personne du président Houphouët-Boigny, et le président Houphouët-Boigny était le candidat unique lors de l'élection présidentielle, par opposition. La démocratie libérale, elle, est concurrentielle et s'exprime dans un cadre pluraliste, avec plusieurs partis politiques. Et au sein de chaque parti politique, il y a des courants de pensée. Pour choisir un candidat dans une démocratie libérale au sein d'un parti, les différents précurseurs des idées s'affrontent par le biais des primaires. Et une fois que le candidat est choisi, il va affronter d'autres candidats, d'autres partis politiques. C'est la démocratie libérale. Donc vous voyez qu'ici, la question est de savoir, le PDCI s'inscrit dans quel type de démocratie? Populaire ou libérale? Depuis 1990, avec la chute du mur de Berlin, la démocratie populaire n'existe plus. Nous sommes maintenant dans une démocratie libérale, où la compétition électorale est concurrentielle, même au sein des partis politiques. Prenons un exemple. La dernière élection états-unienne, on a très bien vu dans les grands partis, comme le Parti républicain, Donald John Trump était face à 4 autres candidats au niveau du Parti républicain. Au niveau du Parti démocrate, le président en exercice actuel, Joseph Robinette Biden Jr., était confronté aux primaires à 2 candidats, l'écrivaine Marianne Mariasson et le député Dan
Phillips. Autrement dit, dans une démocratie libérale, l'élection est concurrentielle et ce qui se passe au PDCI montre le dynamisme démocratique du PDCI-RDA. D'accord. Et le PDCI devait en faire une dynamique démocratique pour choisir le candidat le meilleur pour affronter les autres. Par ailleurs, 30 secondes pour terminer. Le jeu des acteurs. Le problème, c'est quoi? C'est que les courants étant admis, il faudrait que les acteurs se prononcent sur des programmes et non sur des attaques personnelles. Ma déception, c'est que ce débat est en train de virer sur des problèmes d'ego, sur des problèmes de personnes, et non sur des questions de programme. Je vous donne un exemple. Ce que je souhaiterais, c'est que, par exemple, M. Billon nous dise ce qu'il veut, M. Thiam nous dise ce qu'il veut. Par exemple, prenons le cas du franc CFA. Le PDC peut dire, c'est un exemple que je donne, hein. D'accord. Nous sommes pour sortir du franc CFA. Mais M. Billon dit, nous sortons du franc CFA pour nous mettre dans une monnaie commune avec les autres pays de la CEDEAO, par exemple l'ECO. M. Billon dit, par exemple, je suis pour la sortie du franc CFA, mais pour une monnaie purement nationale. Vous voyez que là, nous sommes dans le débat d'idées. Nous pouvons un débat sur les différents programmes. Oui, c'est ça que nous attendons. Okay. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai fait la dernière fois un clin d'œil à un homme politique sur ce plateau qui s'appelle M. Fieni Kevin, qui dirige un parti qu'on appelle Pro-Côte d'Ivoire et qui est en train de faire la démonstration de ce qu'on appelle la démocratie. Il est sur le terrain et j'ai écouté la dernière fois, il était à Bondoukou le dimanche 8 dernier, mais il a fait un programme de près de 2 heures en donnant sa vision de la Côte d'Ivoire, en donnant des programmes clairs. Il n'a même pas attaqué ses adversaires, il n'a même pas cité un adversaire. Très bien. C'est ça la politique, elle se fait autour des idées. On vous a très bien compris. Si vous permettez, je vais vous donner la parole. Ne vous en faites pas, de la suite mais je vais vous donner la parole. Parce que je voudrais effectivement rebondir un peu sur l'intervention du professeur pour dire ceci. Je crois que ça va éclairer les autres qui vont intervenir. Que le PDCI s'est toujours engagé dans la dynamique de la démocratie interne. J'en veux pour preuve. Le président Bédié, depuis qu'il a été candidat en 2010, chaque fois qu'il a été candidat, 2005, 2010, 2015 et 2020, il s'est soumis à la démocratie interne en passant par les primaires. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle la convention. Et le président Thiam, comme il a même affirmé encore hier, il est disposé à aller à la convention. Mais ce que nous déplorons, que nous condamnons fermement, c'est que le débat en interne au parti, parce que ce que le professeur dit, il faut que tous ceux qui veulent être candidats au sein du parti, le discours qui se tient sur la place publique aujourd'hui, c'est devant les militants que ça doit se faire. Mais en l'exposant sur le plan national, sur la place publique, c'est qu'il y a une autre intention. C'est ce que nous condamnons fermement et nous disons, s'il y a attaque sur les personnes, cela ne provient pas du président Tidjane Thiam. Depuis qu'il est arrivé, il fait chaque fois qu'il fait une intervention, c'est sur des thèmes, pas sur les personnes. D'accord, Veille Bernard. Merci beaucoup. Permettez aux autres de pouvoir se prononcer. Landry Cuot, vous avez la parole sur ce point. Merci bien, merci. J'écoutais attentivement. Oui, je l'ai senti. Grand conférencier. Si. Alors, une fois n'est pas coutume, hein. Sauf que le PDCI-RDA est un parti qui est en plein renouvellement de ses acteurs. Et lorsqu'on est en plein renouvellement, suite au départ, au rappel à Dieu d'un grand homme comme le président Henri Konan Bédié, la question relative au leadership, à la chefferie, se pose. Et tous ont en droit d'exprimer leurs intentions, leurs ambitions, de diriger le PDCI-RDA, ou, puisque la question de la direction du PDCI-RDA a été traitée depuis décembre 2023, mais qui de ceux qui sont au cadre du PDCI-RDA est le plus légitime à représenter le parti pour la compétition ultime, qui est celle de désigner par voie électorale et démocratique le président de la République de Côte d'Ivoire. Étant donné même qu'au PDCI-RDA, les règles sont assez claires pour dire que le choix du président du parti diffère de celui qui doit représenter le parti à l'élection de 2025. Exactement. C'est important de le souligner. Aussi,
on ne pourrait pas donc ne pas assister à l'expression de certains cadres qui, volontairement, avec beaucoup d'élégance, n'ont pas eu à participer au Congrès parce qu'ils ne remplissant pas certaines conditions d'éligibilité et ont attendu donc le moment de la Convention en vue de pouvoir s'exprimer. Ce qui pourrait bien sûr susciter le questionnement, c'est que lors de cette Convention, du Congrès plutôt, dans l'enthousiasme, car c'est le thème consacré désormais, les congressistes ont tout de suite, après l'élection du président Thiam, formulé dans leur enthousiasme que celui-ci serait le candidat du parti. Ce qui friserait, ce qui compromettrait la règle selon laquelle il faut bien une séparation dans la désignation des candidats. Tout de suite, on pourrait donc à savoir se dire que certains candidats auraient vu en cela une sorte d'exclusion, ou que déjà le choix du candidat du PDCI-RDA aurait été déjà donné. Okay. Parce que ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est dans le procès verbal. Donc déjà, ça peut susciter du questionnement et quelques frustrations. Le ministre Bion, dans son interview, n'a pas manqué d'évoquer des frustrations. Il est allé même citer nommément des personnalités ou une personnalité en particulier du PDCI-RDA sur la question. Pour moi, ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de quoi? Pour moi, c'est une question de légitimité à être le représentant du PDCI-RDA. Peut-être que l'on peut reprocher au ministre Bion son approche. Peut-être. Mais pour lui, dans son argumentaire, et pendant tout le temps qu'il prenait la parole, c'était de dire le président du PDCI-RDA, je le respecte, sauf que j'estime que ce qu'il est et ce qu'il représente n'est pas suffisant pour faire gagner le parti. Et il a donné les différents éléments, lesquels éléments auraient pu attendre du président du PDCI-RDA des arguments valant contredits. Sauf que dans sa stratégie, il a plutôt opposé aux arguments du ministre Bion d'autres arguments qui constituent ce qui est de ses avantages. Donc pour moi, il faut écarter la question de l'ego. C'est une question de légitimité. Et la question de la légitimité du candidat est importante parce que, madame, vous avez un vase dans lequel vous mettez du contenu, soit de l'eau, soit des aliments. Vous ne consommerez ce qui est à l'intérieur que par la qualité du vase. Non, c'est le problème que pose le ministre Bion qui dit que l'eau peut être bonne, sauf que le vase qui contient l'eau n'est pas forcément celui qui est approprié. On vous a bien compris. Docteur Paula Goubli. Oui, on peut traiter la question de diverses façons. Et j'ai bien aimé l'approche du cas d'école qu'a présenté Geoffroy Kwao tout à l'heure, qui nous permet de situer en concept tout ceci. Je voudrais prendre les Ivoiriens au mot. Ok. Oui, les Ivoiriens au mot. Si je voulais convoquer le principe sacré, le récit sacré, la responsabilité donnée à l'homme au moment de la création, quand on a eu achevé la création, c'était de nommer les objets. Donc quand on a fini, on a dit « donne un nom aux choses créées ». Il y a deux choses dans le nom. Il y a la connaissance scientifique de la chose et il y a son appel à l'existence et à sa compréhension profonde. Les Ivoiriens eux-mêmes, ce n'est pas moi, les Ivoiriens eux-mêmes disent qu'ils sont une république, qu'ils sont donc une démocratie et ils ont ajouté au moment de l'indépendance qu'ils étaient un pays moderne. Donc ce sont des valeurs qu'ils doivent montrer. Et disant cela, république, démocratie, moderne, hein, ce n'est pas les ponts, hein, ce n'est pas les routes, hein, c'est un comportement. C'est un changement radical au sortir du XVIe siècle, donc au sortir du Moyen-Âge, entré au XVIe siècle. Donc, disant cela, dans la même constitution, ils ont dit on crée les partis politiques pour organiser les luttes pacifiques de pouvoir. Et les partis politiques, la constitution dit qu'ils concourent à l'expression du suffrage. Okay. Ça veut dire que nous, hors des partis politiques, sommes fondés à savoir ce qui s'y passe. Puisque les partis politiques, à la fin des fins, doivent venir gouverner. Donc le parti politique ne peut pas se claquemurer en disant « ceci se passe, mais en mon sein, ça ne vous regarde pas dehors ». C'est pour cela, quand on me dit « place publique », je dis non, espace public.
Et qu'en réalité, le débat interne du parti politique intéresse la vie de la nation. Parfaitement. Quand j'ai dit ça, et que je me suis donc réfugié sous l'empire de la République, qui professe en son centre l'égalité, le parti politique qui possède de la République, de la Constitution, ne peut pas en lui-même séparer entre les militants. C'est pour cela que je reviens sur ce que Landry Couillot disait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas sortir d'une convention en disant que en disant 2023. que la convention a un candidat dans le même parti politique. Vous séparez les militants. Vous séparez les militants. Dès lors que vous avez séparé les militants, ils ne sont plus placés sur le même pied d'égalité. Oui. Et vous désignez de fait quiconque vient concurrencer la personne désignée au Congrès comme un paria dans le parti politique. Exactement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je le dis en me réfugiant encore une fois derrière cette phrase fameuse, n'est-ce pas, de celui que les catholiques appellent Saint Augustin, Augustin d'Hippone, dire et code vis fac, aime et fais ce que tu veux. C'est par tendresse et c'est par affection d'amis qui sont des amis républicains que je dis ce qui a été fait là n'entre pas dans le cadre, n'est-ce pas, des vertus républicaines. D'accord. Et tout à l'heure, peut-être, on reviendrait sur la conséquence immédiate, c'est-à-dire la désignation dans les délais qui me semblent réguliers d'un candidat à l'intérieur de la Convention. D'accord, et on reviendra justement sur ce point. Yacouba Doumbia, votre avis sur la question? Oui, alors, Evelyne, il ne faut pas qu'on utilise la langue de bois. Ce qui se passe au PDCI, c'est juste une question de déficit de démocratie. C'est le déficit de la démocratie qui a envoyé le PDCI là où il est aujourd'hui. Expression de démocratie ou déficit? Déficit de démocratie. Pourquoi? Quand un conflit éclate, si très rapidement on ne cerne pas les causes du conflit et qu'on s'arc-boute sur ces manifestations, on perd le fil. Alors ce qui se passe au PDCI, c'est que quand Henri Konan Bédié décède, les doyens du PDCI avaient deux options. La première option, c'était de flexibiliser les textes. Parce que les textes, en ce qui concerne l'éligibilité, étaient rigides. Dans leur application stricte, il y a des candidats qui malheureusement allaient être éliminés. Donc on flexibilisait les textes pour permettre à tous les cadres de compétir et en leur sein, on allait dégager celui qui sera à même de représenter ou d'être le président du PDCI. Ce qui n'a pas été fait. Donc on a décidé de laisser les textes en l'état. Malheureusement, on ne les a pas appliqués et à la fin, on s'est retrouvé avec un candidat qui ne remplissait pas les conditions et qui a été intronisé. C'est ce qui s'est passé au PDCI et rien d'autre. Vous estimez que Tidantia ne remplissait pas les conditions? Il ne remplissait pas les conditions le plus simplement possible. Alors, il y a trois éléments. Le premier élément, pour candidater, il fallait avoir une présence effective de 10 ans, tu vois, dans le bureau politique. D'ailleurs, Jean-Louis Bion et Thierry Tano ont même fait un courrier, eux que nous connaissions, ils sont avec nous ici, ils ont participé à plusieurs bureaux politiques, ils disent, eux, ils totalisent 9 ans de présence au bureau politique, ils ne peuvent pas candidater. M. Thiam, qui, après sa très longue absence, vient et subitement, lui, il remplit les 10 ans pour candidater, pour être comme on appelle, candidat au Congrès. Donc ça, c'est deux. De deux, il fallait être à jour de ses cotisations. M. Thiam, il a payé intégralement ses cotisations. Il a payé intégralement ses cotisations. Donc, il n'a pas payé ses cotisations année par année. Il a accumulé, puis il est venu, il a tout payé. Quand il paye intégralement, est-ce qu'il n'est pas à jour de ses cotisations? Ah non, mais c'est parce que, pour candidater, il est venu se mettre à jour. Non, ça c'est faux. S'il vous plaît. Non, vous aurez la parole. Vous aurez la parole, messieurs. Donc, il n'a pas respecté les conditions. Quand on quitte là, on va maintenant au Congrès. Mais là aussi, il y a eu beaucoup de difficultés parce que le collège électoral n'était pas disponible dans les délais. Ce qui a d'ailleurs provoqué une judiciarisation de l'affaire. Donc il y a eu des militants qui ont resté en justice parce qu'ils ont estimé que le collège électoral n'était pas disponible. Et le collège électoral est constitué, en tout cas en majorité, des délégués. Donc la liste des délégués n'étant pas disponible, ces militants ont resté en justice. Donc ce qui se passe au sein du PDCI, c'est un déficit de démocratie. Il faut utiliser la langue de bois pour dire que c'est l'expression de la vitalité de la démocratie. Non, 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 c'est pas ça. Okay. Donc si on cerne la cause, après, on parlera justement des manifestations et puis on dégagera des pistes de solutions. D'accord. Veille Bena, je sais que vous avez des éléments de réponse. Allez-y, on vous écoute. Sans nous faire un cours d'histoire. Hein. Non, non, je ne suis pas sur l'histoire. Allez-y. J'ai fait l'histoire pour que les gens comprennent. D'accord. Mais je pense qu'il y a deux choses fondamentales. Je suis étonné que M. Doumbia parle de déficit de démocratie au sein du PDCI.
Ça, je mets honnêtement. On parle devant les Ivoiriens qui observent la vie de chaque parti politique, qui disent, en dehors du PDCI-RDA, quel autre parti pratique la démocratie interne? Qui soit aujourd'hui, vous avez entendu un haut responsable d'un parti politique la semaine dernière dit que dans notre parti, il n'y a aucun homme qui peut lever le doigt pour dire que lui, il est candidat. Il peut dire ça peut-être dans le lit à sa femme, mais pas sur la place publique. Il n'y a qu'au PDCI-RDA où on a institué les règles, parlé de conventions et qu'on pratique depuis pour que tous ceux qui veulent être candidats à la présidentielle passent par ces primaires. C'est ce que Henri Konan Bédié a toujours fait. Okay. Et c'est ce que Tidiane Thiam compte faire. Et c'est ce qui est prévu. Donc, vraiment, je suis au regret de dire à M. Doumbia qui va jusqu'à... Parce que par méconnaissance du fonctionnement du PDCI-RDA, ce n'est pas un congrès extraordinaire qui modifie les textes. Le congrès extraordinaire intervient pour pallier à une situation exceptionnelle qui est intervenue entre deux congrès ordinaires qui se tiennent tous les 5 ans. C'est le congrès ordinaire qui modifie les textes. Donc, il ne peut pas reprocher au PDCI d'avoir respecté ces textes, appliqué ces textes. Le congrès extraordinaire vient en l'état. Et on l'a fait pourquoi? Parce que nos textes disent que pour une raison ou une autre, si le président en exercice venait à quitter, on assure l'intérim pendant 6 mois. Et pendant l'intérim est assuré par le doyen des vice-présidents. Vous avez vu que Henri Konan Bédié n'a pas été malade. Il est mort un jour. Mais le même soir, le PDCI a sorti le président Kopli Boni pour assurer l'intérim. Ça veut dire quoi? Non, okay. Ça veut dire qu'on respecte nos textes. Et pourquoi on a fait un congrès extraordinaire? Parce que nos textes disent que l'intérim ne peut pas excéder 6 mois. Okay. Donc nous avons tout fait pour pouvoir faire le congrès extraordinaire dans ces 6 mois pour élire le président Thiam. Mais nos textes nous imposent que le congrès extraordinaire ne puisse pas modifier les textes. Donc il faut que M. Doumbia le sache. Le PDCI fonctionne en fonction du respect de ces textes. Je n'ai pas fini, madame. Allez-y, on vous écoute. M. Pio dit qu'avec l'appui de Dr Adoubli, que le congrès extraordinaire a pris une résolution qui exclut. Non, mais tout ça, je vous dis que c'est la méconnaissance du fonctionnement de notre parti. Le PDCI n'a pas 80 ans pour rien. C'est parce qu'il pratique la justice à son interne, en son sein du moins. Voilà l'habitude de nos congrès. Qu'il soit le congrès extraordinaire ou le congrès ordinaire, à la fin de chaque congrès, les congressistes font une orientation, ils font une direction, ils formulent un souhait. Je vous explique. Le dernier congrès ordinaire de 2013 a dit qu'il faut au président Bédié de nous ramener au pouvoir d'État à l'élection de 2015 avec un militant actif du parti. C'était la résolution, la dernière. Et entre-temps, le président Bédié lance l'appel de Daoukro qui dit que c'est le président Alassane Ouattara, qui était président du RDR, qui doit être le candidat du PDCI. Il a fallu, tenant compte du fait que le Congrès avait déjà opté pour que ce soit un candidat actif du PDCI-RDA qui soit notre candidat, il a fallu repartir à un Congrès extraordinaire pour abroger cette disposition et prendre une nouvelle décision pour que le président Alassane Ouattara puisse être le candidat du PDCI-RDA. Il en est de même le dernier Congrès extraordinaire qui a élu le président Tidiane Thiam, qui fait une projection, une recommandation, voilà, pour dire que le Congrès souhaite que ce soit le président Tidiane Thiam qui soit le candidat du PDCI-RDA à l'investiture. Mais cela n'exclut pas l'application de la Convention. Parce que quand, autant même on avait abrogé la disposition du Congrès de 2013, on a adopté la candidature du président Ouattara. Donc c'est ce qui se passe. Il ne faut pas qu'ils estiment, parce que finalement, le problème, c'est qu'il y a le déficit dans l'appréciation de mes amis, c'est
il juge le PDCI à travers un prisme qui n'est pas celui du PDCI-RDA. Et il ne s'imprègne pas réellement des pratiques internes. Et c'est pour cela que j'ai tenu tout à l'heure à faire vraiment un bref historique. D'accord. Donc le PDCI, personne ne peut lui dénier de faire vraiment la démocratie en interne. Et le président Tidiane Thiam est disposé à affronter qui que ce soit. Mais nous déplorons quand M. Agoubi dit qu'on ne peut pas œuvrer en vase clos, mais il y a une étape à chaque chose. Le débat en interne pour choisir le candidat du PDCI-RDA pour la présidentielle, c'est au sein du PDCI-RDA que cela doit se faire. Le jour viendra où nous allons venir sur la place publique pour exposer maintenant quel est le projet de société, quels sont les atouts d'un candidat. Michel Beta, rapidement, sans revenir sur les points qu'il a déjà abordés. Non, sans revenir sur les points qu'il a déjà abordés. Tout en rappelant aux téléspectateurs que vous pouvez appeler pour participer à cette émission. Mais le Congrès dont on parle, je voulais signaler un point. Le Congrès a pris d'autres résolutions faisant de Kopli Boni président honoraire du PDCI. Là, personne n'en parle. C'est le même Congrès, là, au thème de ce Congrès. Mais justement, est-ce que cette résolution article 3 n'a pas créé, n'a pas fait que certains se sont sentis menacés dans leur ambition? Je veux revenir sur un point. On a parlé souvent du PDCI comme étant le parti aujourd'hui qui a une crise en son sein. Mais je veux dire que ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Hein. De tout temps, lorsque un parti politique a dû choisir un de ses candidats, il y a eu ces crises-là. On se souvient que lorsque le RHDP a choisi son candidat en 2020, il y a eu la crise qui a entraîné le départ de certains militants, non des moindres. À Montano, on parle de Duncan, la crise de Duncan, la crise de choses, de Mabri, Touaké, c'est tout. Donc je veux dire que c'est des choses auxquelles... Hein, la Côte d'Ivoire est habituée dans le fonctionnement des partis politiques. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas seulement le fait du PDCI. Mais ce qui est en particulier au PDCI, c'est que le PDCI a montré déjà sa capacité de résilience. Avec Bédié, il y a eu des candidats à la Convention. Kakabé est parti à la Convention. Guégué Madi est parti à la Convention et Bédié les a battus. Donc, Tidiane Thiam offre la Convention. Il a dit dans son discours, tout candidat désireux de participer à cette Convention-là sera le bienvenu. Donc je pense qu'aujourd'hui, le PDCI, contrairement à ce que beaucoup l'ont dit, le PDCI aujourd'hui veut montrer que la démocratie en interne au sein d'un parti en Côte d'Ivoire est possible. Et je pense que les autres devraient l'imiter plutôt que de jeter la pierre à ce parti-là. D'accord. Yacouba Doumbia, ensuite Landry Kyo. D'accord, donc votre Doumbia, Yacouba Doumbia, docteur Paul Agoubi, ensuite Landry Kyo. Et je reviendrai à vous, Geoffroy Kamara. Bon, j'ai dit que tout ça, c'est parti du fait que les textes... Parce que je n'ai pas dit, doyen, vraiment rassurez-vous, je n'ai pas dit qu'il fallait modifier. J'ai dit, il y avait une occasion de rendre flexible. Il y avait une occasion. Maintenant, si vous estimez... Laissez-le terminer pour qu'on se comprenne, s'il vous plaît. J'ai dit, soit il fallait rendre flexible, soit il fallait appliquer les textes. Et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, vous appliquez les textes, mais vous les appliquez comment? Parce que si vous regardez les conditions d'éligibilité, il y a plein de candidats qui ne seraient pas élus, qui ne seraient même pas au Congrès. Lesquels? Mais il y a Tidiane Thiam. Comment? Mais je vous ai dit ici, je vous ai dit, c'est pas une affaire de fond. Non, mais ne vous permettez pas. Laissez-le terminer, on vous a écouté lorsque vous aviez votre temps de parole. Il faut appartenir à une base. Parce que pour être dans le Congrès, pour pouvoir candidater, il faut d'abord être militant de base. Ça fait un. Deux, il faut totaliser 10 ans de présence dans le bureau politique. 3, il faut être à jour de ses cotisations. Jean-Louis Bion, parce qu'on va sur la base de la logique, Jean-Louis Bion Tsiritano, que nous avons toujours vu ici, régulier, dans les bureaux politiques, ont écrit pour dire, nous là, on totalise 9 ans de présence au bureau politique, nous ne pouvons pas être candidats. Maintenant, Tidiane Thiam, qui a une absence de 22 ans ou 23 ans, c'est lui qui va totaliser 10 ans de bureau politique. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incongru? Ok, d'accord, on a bien compris. Maintenant, après, Evelyne, je ne sais pas si on va venir un peu sur le contenu de ce qui a été dit entre Bion et Tidiane Thiam. Si le temps nous permet qu'on ne passe pas le temps sur... je vais vous donner la parole à un téléspectateur en ligne. Monsieur Kwabé Georges, bonsoir. Oui, bonsoir Evelyne. D'accord, on vous écoute. Merci bien, merci pour ce débat que vous organisez qui nous intéresse vraiment. Evelyne, il faut dire que, au vu de ce qui se passe, je peux dire que le PDCI est sur la bonne voie. Le PDCI est sur la bonne voie dans le sens où je ne comprends pas comment ce qui peut se passer au sein d'un parti pour désigner un candidat puisse autant mettre en émoi le parti au pouvoir.
Comment se fait-il qu'un parti politique qui se choisit son champion, on veut lui imposer un autre champion? Et nous autres, qui sommes, comment dire, des simples Ivoiriens qui observant les choses, il faut dire que nous sommes un peu dessus de nos intellectuels quand ils viennent sur les plateaux. Parce que, déçus pourquoi? Ils donnent leur avis? On s'attendait à un décryptage neutre, à un décryptage qui nous permettrait véritablement de nous faire une opinion. Mais ce à quoi nous assistons, je ne peux pas comprendre. Et un analyste vient dire sur un plateau national que, par exemple, le président d'un parti n'est pas légitime. Mais c'est des propos qu'on ne peut pas tenir sur un plateau, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme Georges. Quand je reviens, lorsque nous revenons à l'intervention de M. Billon, parce que ce que c'est dit sur le plateau par certains intellectuels nous mettent vraiment mal à l'aise. Donc on va revenir à ce que M. Billon dit et qui apparemment est en train de créer tout cela. Dites-nous, lorsque le président actuel, que tout le monde reconnaît, tout le monde constate, tout le monde met du doigt sur les réalisations et l'évolution que connaît le pays, venait dans ce pays en 1990, combien d'années avait-il siégé en Côte d'Ivoire? Je vais vous donner 10 secondes pour terminer. Pour que le président Houphouët l'appelle à l'époque pour venir aider à redresser l'économie du pays, combien de temps ce dernier avait déjà passé dans ce pays? Avait-il ses enfants scolarisés dans ce pays? Avait-il déjà fréquenté les hôpitaux de ce pays? On arrête. D'accord. On part à l'essentiel. Merci Kwame Georges. C'est ce que j'aimerais dire. Merci Kwame Georges pour votre appel. J'aimerais juste rappeler qu'on n'a pas encore eu de réaction officielle du parti au pouvoir, du RHDP, notamment sur cette question. Donc on ne saurait porter tout ce que vous avez dit à la charge du RHDP. Docteur Paul Agoubli. Oui, ici je ne suis pas, si vous voulez, l'adversaire du PDCI-RDA. Non. C'est même par tendresse pour le PDCI-RDA que je dis ce que je dis. Et vous ne m'avez pas vu citer aucun des deux protagonistes principaux, n'est-ce pas, dans l'affaire. Vous voyez, madame, ce qui a été fait à une traduction, moi, avant de venir sur le plateau, j'ai lu le préambule du PDCI-RDA, des statuts du PDCI-RDA. Ça tient en 3 lignes, rapidement. Le PDCI-RDA s'engage à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l'homme. Dans les droits de l'homme, il est écrit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. La forme républicaine de l'État, j'aurais dit de gouvernement, et les lois de la République. Donc c'est sous l'empire de la République que le parti politique fonctionne. Lorsque la Convention, quand bien même elle aurait fait une proposition, quand même on a vu, le Congrès, pardon, quand bien même il aurait fait une proposition, parce qu'on a vu l'adhésion populaire justement qui s'est manifesté. Donc c'est quasiment tout le parti, c'est le Congrès souverain qui a fait la proposition. Et là même, j'aurais quelques mots à dire sur la souveraineté alléguée. Mais bon, ça va nous amener loin. Je n'irai pas sur ce terrain. Je finis. C'est exactement comme si l'État de Côte d'Ivoire disait que dans une élection pluraliste, il avait, lui, État de Côte d'Ivoire, un candidat. Or, qu'est-ce qui va se passer systématiquement? Aujourd'hui même, où nous nous réunissons sur ce plateau, une délégation de Yopougon a monté une activité pour dire qu'elle maintenait que son candidat, c'était le président du parti. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis les appareils du parti pour travailler contre un militant du parti. Et de ce fait, il se produirait quoi? Il se produirait que, un peu comme dans l'État républicain, les moyens de la télévision et des médias de service public, les moyens du budget, l'administration territoriale, par exemple, un préfet quelque part, dirait qu'un candidat X ou Y n'aurait pas le droit de venir sur son territoire, précisément parce que l'État, dans l'élection pluraliste, s'est déjà désigné un candidat. Voici la traduction, parce que lorsque vous faites la proposition, vous avez dit des choses, mais quelle est la réception de ce que vous avez dit dans le corps militant? La réception de ce que vous avez dit dans le corps militant, c'est qu'en dehors du candidat désigné, fût-ce par proposition, quiconque, n'est-ce pas, le challenge, eh bien, est désigné anathème et est désigné paria par le corps qui le rejette. D'accord. Vous les avez cités tous les trois. On va permettre de réagir et on reviendra à vous. Docteur, je ferai l'économie même de cette question parce que vous avez été suffisamment brillant sur cette question-là.
Maintenant, ceux qui veulent entendre comprendre, comprendront. Mais on ne peut pas me dire que lorsqu'on fait une pareille proposition, on n'induit pas dans l'esprit des uns et des autres que l'on a déjà un candidat solennellement désigné et que tout autre candidat qui viendrait serait en rébellion contre la structure. Ça, c'est aussi clair que ça. Maintenant, on peut donner n'importe laquelle des interprétations à titre cosmétique, mais une chose est claire, elle est certaine. Il n'y a que les adversaires qui vont se présenter à la Convention n'iront pas sur le même pied d'égalité. C'est aussi simple que ça. L'un aura bénéficié de la faveur du Congrès et l'autre rien du tout. Et c'est une réalité. Autre chose, un parti politique, quand bien même nous sommes en démocratie et nous sommes en République, il ne s'agit pas du choix d'un secrétaire local au sein du parti politique. Il s'agit de désigner celui d'entre vous qui va venir prétendre diriger les Ivoiriens en qualité de président de la République. Et donc, la question là intéresse n'importe lequel des Ivoiriens. Et même si vous dressez la clôture la plus haute, il va dresser la tête pour voir ce qui s'y passe. Parce que le choix que vous ferez entre-temps sera celui-là qui sera proposé en tant qu'offre politique. Et l'individu va pouvoir l'incarner. Donc l'histoire selon laquelle on aura donc à faire de cela une affaire entre nous ne peut pas se faire parce que dans tous les cas de figure, ça va pouvoir vous échapper. Et nous sommes en droit, en tant que citoyens, je ne parle même pas d'intellectuels, mais en tant que citoyens, de nous interroger. Et cela n'est pas que pour le PDCI-RDA, mais pour tout autre parti politique. La preuve, les fameux échanges là ont intéressé au-delà du PDCI-RDA des personnes qui ne sont même pas engagées en politique, ont regardé de plus près pour dire « Ah, il n'y a pas que Tidiane Thiam, il y a d'autres personnes qui, au sein du PDCI-RDA, manifestent le besoin. » Et ça intéresse, de manière qualitative, cela intéresse le citoyen à la dynamique politique et démocratique au sein de la Côte d'Ivoire. Donc, il est important de préciser que ce n'est pas du tout faute de pouvoir regarder, non pas parce que nous sommes des voyeurs, mais parce qu'en tant que citoyens, on est bien intéressé à savoir quel est le choix qui est fait déjà à la base et qui nous sera présenté par la suite. Et pour ce choix-là, Billon dit clairement que, au-delà des profils techniques des uns et des autres qui peut réellement compter, il y a la question de la légitimité, laquelle va se poser dans tous les autres partis politiques. D'accord, très bien, Landry Kyo. Geoffroy Kwao, ensuite Veïbena. Geoffroy Kwao qui n'a pas pris la parole depuis un moment. Nous tournons tous autour du même sujet, la question démocratique. C'est vrai qu'on peut faire des reproches au PDCI-RDA, mais je pense que des grands partis politiques en Côte d'Ivoire, le PDCI est le plus démocratique. C'est le parti où il n'y a pas le culte de la personnalité. C'est le parti où, par exemple, les militants peuvent s'exprimer, où M. Jean-Luc Billon peut prétendre être candidat. Et M. Thiam l'a dit, il n'a peur de personne. Donc, il aura, n'est-ce pas, la bataille. Il aura les primaires. Parce qu'au XXIe siècle, il est inadmissible qu'au sein d'un parti, il n'y ait pas de primaires. Les candidats naturels, c'est révolu. Les hommes providentiels, c'est révolu. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de candidats naturels. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'hommes providentiels. La Côte d'Ivoire a besoin de démocrates. Et je pense que les autres partis, le RHDP, le PPACI, le FPI, doivent suivre l'exemple du PDCI. Il faudrait que déjà au RHDP, on pense à l'organisation de primaires et non de candidats naturels. Qu'au PPACI également, aujourd'hui on voit M. Agwando Melo qui est en train de bouger les lignes, c'est une très bonne chose. Il faudrait par exemple qu'il affronte, par exemple, M. Laurent Gbagbo, lors des primaires. C'est la même chose, par exemple, au niveau du FPI, M. Afingessa et M. Pierre Dobo. C'est vrai que M. Afingessa a été déjà désigné, mais on peut revenir dessus. Le PPACI aussi a désigné son candidat. Bon, mais on peut revenir dessus. Parce qu'il est anachronique. Du strict point de vue démocratique, qu'au XXIe siècle, dans le cadre d'une démocratie libérale qui est la nôtre, qu'on ait encore des candidats naturels. Je vous fais un aveu. Personnellement, en 2025, je ne voterai pas pour un candidat qui a été désigné de façon naturelle, mais qui serait sorti de primaire. Même s'il a un programme qui non, peut mais développer déjà il pose un problème. S'il est un dieu, un homme providentiel, qu'on ne peut pas critiquer dans son parti, mais quand il sera à la tête du pays, nous les intellectuels, dont l'essence est de critiquer, de porter la contradiction, nous allons fuir ce pays. D'accord. Veille Bernard. Oui, alors... Je reviendrai à vous. Je suis un peu étonné d'entendre M. Kuyo, parce que avant même
l'avènement de M. Tidjane Thiam. L'usage au PDCI, c'était que le président du parti était le candidat naturel du PDCI-RDA au présidentiel. On n'a pas entendu tous ces volets de bois vert. En dépit de cette disposition, qui n'était pas associée, mais qui était un accord que le président du parti est le candidat naturel, en dépit de cela, nous allions à la convention. Et je dis, le PDCI est le seul pays, est le seul parti dans ce pays qui pratique cette démocratie. Et je remercie qui est reconnu honnêtement que ce qui se passe au PDCI ne se passe nulle part ailleurs. D'accord. Donc, non, je n'ai pas fini, madame. Donc, la recommandation du Congrès, je l'ai dit tout à l'heure et le président Thiam l'a dit, ça n'exclut pas qu'on aille à une élection. Et puis, je vais vous dire, mais quel militant dans un parti qui connaît mieux ces militants, qui représente le mieux de chances pour pouvoir arriver à l'élection présidentielle, va laisser pour dire que je m'avais peut-être au nom de quoi. On ne peut pas reprocher aux militants du PDCI-RDA qui ont voté à 96% le président Tidjane Thiam de pouvoir 6 mois ou un an après revenir dire qu'ils ne sont pas dans un cercle. Il y a une inconséquence. Et puis, qu'on reproche au PDCI parce qu'il utilise ces appareils, mais que dirait-on des ministres? Je suis d'accord. Hein. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. Là-dessus. D'accord. Donc ils sont dans s'il vous plaît, je finis. Finissez rapidement. Que dirait-on de tout ce qu'on voit? Qu'on prend les voitures publiques, on prend le carburant, on réquisitionne tous les personnels, les fonctionnaires, pour dire qu'il n'y a qu'à aller faire des... Vous avez vu des papiers qui sont passés quand on voulait faire des meetings pour demander au président de la République d'être candidat, des recommandations qu'on demandait des prélèvements jusqu'à des budgets de 100 millions de francs. Et aujourd'hui, un parti qui organise ses structures en interne, privé, pour pouvoir obtenir le maximum de chances, et le PDCI estime que le maximum de chances, c'est avec son président. D'accord. Pourquoi vouloir on a bien compris ce point. Je veux terminer, madame. Je veux que vous terminiez. Non, je veux terminer parce qu'il y a des choses très graves qui ont été dites. Quand on dit que M. Thiam ne remplissait pas les conditions, je lui en laisse la responsabilité, mais c'est extrêmement grave. Parce qu'il y a des pratiques qui sont dans le parti. Comment vous pouvez vous étonner que le général Kassaraté, le général Guy Michel, qui étaient des militaires, que vous avez connus en 2010, qui subitement se retrouvent vice-président du PDCI-RDA. Vous savez qu'est-ce qui était en dessous? Quel est le parcours? Vous savez que M. Thiam était dans les structures financières internationales. Il leur donne l'obligation officielle de manifester, d'être engagé dans un parti politique. Mais la pratique, ça lie la pratique, l'historique avec le PDCI-RDA. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui de quel élément vous avez pour dire que M. Thiam ne remplissait pas les conditions. Ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que, non, vous jetez l'opprobre et tout le comité d'organisation et le comité électoral qui a validé ces candidatures. M. Thiam n'était pas le seul candidat. Il y avait quelqu'un en face de lui. Vous pouvez nous prouver qu'il ne remplissait pas les conditions. Mais il ne remplissait pas les conditions. Mais c'est clair. Il ne remplissait pas les conditions. Il ne remplissait pas les conditions. Et puis, on ne va peut-être pas s'attarder dessus. Les arguments de M. Bion. Il dit par exemple que M. Thiam n'a pas vécu avec nous ici, il n'a pas vu quand on a eu 3e Coupe d'Afrique, on n'a pas vu le pays était divisé, et comment il peut réconcilier les gens? Il est sûr de tout le monde, c'est vieux comme le monde, que quand il y a litige entre plusieurs partis, c'est une partie neutre, celui qui n'est mêlé ni de près ni de loin, à ça qui peut le juger. M. Thiam et le PDCI-RDA, qui n'ont pris part à aucune atrocité dans ce pays, sont les mieux indiqués. M. Thiam, il n'a de ressentiment, personne n'a de ressentiment contre lui, parce que tout ce qui s'est passé, les atrocités qui sont passées ici, il est étranger à tout cela, il est la personne la mieux indiquée pour pouvoir réconcilier véritablement. D'accord, moi j'ai juste une dernière question pour vous, oui. À cause du temps, parce qu'on n'a plus de temps, on doit refermer ce sujet. J'ai une question pour vous sur notamment la date
de la Convention? Est-ce qu'on a une date de la Convention? Est-ce madame, qu'on sait à quel moment j'allais cette chuter Convention sur ça. se tiendra finalement? J'allais chuter sur ça parce que justement, et je le répète, c'est dommage, que ne connaissant pas les textes, les dispositions internes au parti, on porte un jugement sur le parti. Jusqu'au dernier congrès, s'il vous plaît, jusqu'au dernier congrès, il était écrit noir sur blanc dans nos textes que la convention du parti doit pouvoir se tenir au plus tard 6 mois avant la date des élections. Le dernier congrès a estimé que compte tenu des remous sociaux que nous avons connus dans le pays, si nous maintenons cela et que à 6 mois, par exemple, il y a une situation indépendante du parti qui ne permet pas de pouvoir aller à la convention, on risquerait de tomber dans la forclusion. Donc on a fait sauter cette disposition de sorte qu'il n'y a aucune obligation qui est faite statutairement à une date de convention. On peut faire la convention à 1 mois, on peut faire la convention à 2 mois, on peut faire la convention. C'est notre... Au fait, nous a enseigné que la politique, c'est la saine appréciation des réalités. On ne va pas au front en ne sachant pas quelle est la stratégie qui est en face de nous. Donc, il n'y a aucun test qui impose la tenue du bureau politique. La stratégie en face de vous va véritablement changer quelque chose à votre niveau? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est un détail. Ce que je vais dire. Vous m'avez posé une question de savoir quelle est la date. Il n'y a aucun texte qui nous impose de pouvoir fixer la date. Nous allons fixer en connaissance de cause, en appréciation des réalités politiques et le moment venu qui nous conviendra, qui conviendra à l'intérêt du parti, on ira à la convention. D'accord, très bien. Il faut que tout le monde, que tous ces candidats, le président l'a répété, tous ceux qui veulent être candidats à la convention, ils n'ont qu'à préparer leur dossier et puis venir seront candidats. Mais je dis qu'à chaque chose à son temps. Ce n'est pas je le maintiens. Il y a des choses plus graves peut-être qui se passent dans d'autres partis que ce qui se passe au PDCRDA. Mais cela se règle là-bas. C'est inconcevable. Si on veut la cohésion du parti, si on veut l'intérêt du parti, qu'on veut vraiment que le parti aille à la victoire en 2025, que les choses qui se passent en interne au parti se règlent en interne au parti. Et le parti n'a pas oublié cela, je vous l'ai dit. En dépit de tout ce que vous voyez, il y a un comité des sages qui a entrepris de pouvoir rencontrer pour faire le rapprochement. Mais tout cela n'est pas sur la place publique, parce que j'ai vu un journaliste qui a dit, mais y a-t-il encore des sages au PDCRDA? Cela travaille depuis. Si vous voulez, il faut faire une discussion. Le vice-président Koumoui Kofi Moïse, qui était candidat, il fait partie de ce comité. M. Kwame Kara Joseph fait partie de ce comité. Le doyen Amangwa Lukesi fait partie de ce comité. Pour vous dire qu'il y a des ressorts. S'il y a eu cette résilience, cette longévité du PDCRDA, c'est qu'on essaie tout. Que nous a dit, quand vous partez, que vous avez vu un frère qui est fâché, qui est sorti de la maison, qu'il est parti, ne fermez pas la porte à clé, laissez la porte entrouverte, peut-être il sera visité par un esprit de sagesse et il reviendra. D'accord, et pour l'instant, vous n'avez aucun frère n'est parti. D'accord, Yacouba Doumbia, rapidement. Non, en fait, alors, je suis le seul... Vous voulez la parole, d'accord. Oui, c'est moi qui ai le temps de parole le plus court. Quand je prends à peine 1 minute... bon, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Laissez-moi développer ce que j'ai à développer. J'ai dit, si tant est qu'il y avait... Sans refaire le débat. Non, je ne fais pas le débat. J'ai dit, si tant est qu'il y avait la démocratie, donc on laissait les candidats s'exprimer, bien on ne serait pas convoqué au conseil des disciplines. Le fait qu'il soit convoqué, ça veut dire qu'il y a une volonté de le faire taire. Ça, c'est d'un. De deux, je veux dire que la base de la démocratie, dans son assertion la plus pure, la base de la démocratie, c'est d'abord le consensus. Les primaires ne viennent... Je dis bien, la base de la démocratie, dans son assertion pure, c'est d'abord le consensus. C'est-à-dire, dans un parti, quand il y a des velléités de candidature, on essaie d'abord de concilier les positions. Ensuite, quand on n'arrive pas à dégager le consensus, on va aux élections. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, dans les pays développés, dans certains pays développés, notamment que ce soit la France, les États-Unis, de moins en moins, je dis bien de moins en moins, on parle de primaires. Pourquoi? Parce que quand on va aux primaires, il y a des déchirures internes. Les candidats finissent par jeter l'anathème les uns sur les autres. Et après, il va falloir qu'à l'issue du vote, donc le candidat qui est le mieux placé, qui est passé, il faut que les autres viennent dire que c'est le meilleur cheval pour remporter les élections. Je prends un exemple simple. Si, et ça c'est le souhait, si Thiam et Bion finissent par s'entendre, comment Bion pourra venir dire aux Ivoiriens que Thiam là c'est le meilleur cheval après tout ce qu'il a dit?
Mais à qui vous demandez? Non, je viens. Non, c'est une question que je pose. Je pose à tout le monde pour vous dire que les primaires ne constituent pas, en réalité, un canal sûr ou un canal qui permet d'évaluer la démocratie. Les primaires permettent justement, à un certain moment donné, quand on n'arrive pas à avoir de consensus, en ce moment-là, on va aux primaires. Ça, c'est d'une. Deuxième chose, le doyen a parlé de quelque chose qui est important. Il dit que, bon, l'absence, le fait qu'on ne soit absent, ça permet de dire qu'on est neutre. Non, c'est pas vrai. C'est pas l'absence qui justifie la neutralité, qui permet de réconcilier. L'absence ici est liée au fait que la personne a quitté le pays pendant que le pays était en difficulté, parce que c'est un code, et qui vient subitement au moment où tout est prêt, tout est cuit, qui vient et qui veut s'accaparer du parti. C'est ce que la longue absence veut dire. Mais derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PDCI, pendant tout ce temps, a traversé d'énormes difficultés. On aurait souhaité voir Thiam auprès du PDCI. Mais qu'est-ce que vous en savez? Donc, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez? Doyen, vous avez pris la parole. Je vous en prie. Allez-y, Yacouba Doumbia. Voilà, après vous aurez votre tour de parole. Ça, c'est allez-y. De deux, Thiam n'a pas fait que dire que Thiam était absent. Il dit qu'il ne paye pas ses impôts, par exemple, Bion. Il apporte la preuve. Mais non, il a dit qu'il ne paye pas ses impôts. Dans les réponses de M. Thiam, il a plutôt dit que ce n'est pas un concours de présence. Mais si vous ne le savez pas, moi, je vais vous informer. Vous savez que Thiam devait rentrer au gouvernement français. Vous le savez, Thiam le sait, puisqu'il en a parlé. Mais vous savez pourquoi il n'est pas rentré au gouvernement français? Mais parce qu'il ne paye pas ses impôts en France. Parce qu'il ne paye pas ses impôts en Suisse. Ça, je vous donne cette information. Je vous en laisse la responsabilité. Donc, il n'y a pas de problème. Vous allez apporter la preuve de cela. Je vous en laisse l'entière. Ça, c'est bien. Moi, je viens. Deuxième chose. Arrête de diffuser des rumeurs. S'il vous plaît, ce n'est pas des rumeurs. C'est des rumeurs. J'ai la parole. Bien sûr, on vous écoute. Deuxième chose. On peut comprendre la longue absence de Thiam. De Tidiane Thiam, je préfère Tidiane Thiam. De M. Tidiane Thiam. On peut comprendre sa longue absence. Beaucoup plus respectueux. Mais comment vous expliquez, M. Veilly, que pendant tout ce temps qu'il était en France, pendant tout ce temps qu'il était en France et Londres, il n'a pas participé une seule fois à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pendant 30 ans. Est-ce un critère de militantisme? Ah non, mais c'est son grand-père. S'il vous plaît, on ne peut pas se prévaloir de l'héritage de son grand-père et ne jamais avoir participé, même à l'extérieur, à ce prix. Donc, il y a un problème de légitimité. Et je vais terminer très rapidement en disant que M. Thiam, dans sa réaction et dans ses propos, dit qu'il a été absent pendant tout ce temps, mais il a laissé des projets qui, jusqu'à aujourd'hui, sont en train d'être appliqués. Mais il y a ce qu'on appelle la prospective, le développement de la prospective. La prospective, c'est un ensemble de recherches sur l'évolution des sociétés et qui permet de faire des prévisions. Mais la prospective de la Côte d'Ivoire, la première prospective de la Côte d'Ivoire date de 1973-1974 et qui déjà traçait les sillons du développement de la Côte d'Ivoire pour 2000. Et cette prospective est régulièrement mise à jour. 10 ans après, 1983-1984, c'est la prospective de 2010. La prospective 10 ans après, 1993-1994, c'est la prospective de 2025. Et maintenant, il y a la prospective de 2040 qui a commencé en 2008 et qui s'est achevée en 2015. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le développement a été planifié sur tout ce temps. M. Thiam a peut-être été d'une contribution remarquable au développement de la Côte d'Ivoire, mais M. Thiam n'a pas conçu la Côte d'Ivoire, il n'a pas conçu la planification et le projet de développement de la Côte d'Ivoire. Merci Yacouba Doumbia. Docteur Paul Agoublé, je permets que ceux qui n'ont pas encore réagi réagissent. Non, mais avant de revenir, vous allez... Toutes les adresses sont à c'est moi qui distribue la parole. Voilà. Laissez-moi vous dire, vous aurez la parole pour l'instant, docteur Paul Agoublé. Vraiment, j'ai fait l'effort en m'intéressant à la politique, quoique littéraire moi-même, de lire les ouvrages sur les grandes notions. Et vraiment, des lectures que j'ai faites sur la démocratie, je n'ai pas encore lu que la démocratie serait l'ordre du consensus. J'ai plutôt lu... Vraiment. J'ai dit la base. Non, ça même pas la base. J'ai plutôt lu que c'est l'ordre du dissensus et non pas de la discorde. Il y a vraiment une nuance. Donc, dans la démocratie, là, on sait déjà qu'on n'est pas d'accord. Mais comment on organise le désaccord pour qu'on ne dérive pas à la crise? C'est ça la démocratie. Donc la base de la démocratie, il me semble, je peux me tromper, mais vraiment des textes que j'ai lus sur les fondements de la démocratie, antique et moderne, je n'ai pas encore lu que ce serait... et je soupçonne mon voisin de nous dire qu'au RHDP, s'il y a le consensus et qu'il n'y a pas de primaire, c'est normal, c'est la démocratie. Non, non, ce n'est pas la démocratie. Alors, là-dessus, je parlerai donc des délais.
C'est très bien que le programme, le chronogramme de notre émission nous amène à parler en second lieu des élections au Ghana. Une année avant l'élection, les deux candidats étaient connus. Les deux candidats qui arrivent premier et second, et deuxième donc, puisqu'il y a d'autres candidats, étaient connus. Le fait de tenir les conventions trop tard, regardez, après 2010, il n'y a pas eu de débat à la présidentielle. Disons l'opposition, bon, enfin la triple opposition principale, puisqu'il y a eu le PDCI, le FPI et donc le RDR, pas le RHDP déjà. On a quand même eu des projets, il y a eu des débats, même si la crise en lame de fond n'a pas permis effectivement à saturer le débat. Mais il y a eu du débat. En 2015, accord de Daoukro, pas de débat. En 2020, discussion sur le troisième mandat, pas de débat. Et donc, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire se tiennent dans un environnement où l'électeur ne sait pas le fondement sur lequel il doit effectivement évaluer les programmes. Je n'ai même pas dit les candidatures, mais les programmes. Parce que la désignation des candidats arrive trop tard. Et donc, le débat est complètement évacué. Et on a affaire à un casting. Non, il faut aller au fond des choses et je prie, en tout cas j'invite les grands... Parce qu'en fait, ce que je dis depuis le début, si on veut bien écouter, ce n'est pas... je me suis retrouvé devant des diplomates il n'y a pas longtemps. Quoique parlant du parti au pouvoir, je dis attention, je ne suis pas venu ici pour faire un procès contre quelqu'un. Ce que je dis, c'est pour le bien du pays. Aidez-nous pour que nous progressions. Donc, l'analyse que je fais, je ne la fais pas contre X ou contre Y. Mais c'est pour le bien commun. Okay. Et il me semble que nous devrions progresser. Il faut aller à la Convention, si je comprends bien ce que vous avez dit. Et le plus tôt, en désignant les candidats à la Convention. D'accord. Landry Kuo, oui. Ensuite Geoffroy Kwao. Je comprends votre sourire. Certainement, tôt ou tard, il y aura une convention. Maintenant, c'est de savoir quelle est la qualité de la convention, d'autant plus que pour moi, les dés sont déjà jetés. D'ailleurs, le président Titilatam, en réagissant, disait que c'est une formalité. C'est normal qu'il dise que c'est une formalité. Oui, mais parce qu'il est majoritaire. Et que cela a été formalisé de manière très solennelle par le Congrès, ce qui désavantage et déséquilibre. Donc, il n'y a pas de démocratie, non une démocratie de façade. Par voie de conséquence, la réaction de M. Bien est tout à fait normale, puisque les dés étant déjà pipés, il ne peut que s'exprimer dans l'espace public, permettant donc aux Ivoiriens de découvrir qu'au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ce qui est présenté comme étant une démocratie, ce n'est pas le cas. Et cela donc intéresse les uns et les autres sur ce qu'il est capable de pouvoir produire. Deuxième chose, et je le répète à nouveau, il est important pour que nous, en Côte d'Ivoire, nous soyons en capacité de choisir, de bien choisir, que nous soyons en capacité d'avoir des gens qui sont capables de pouvoir ouvrir le débat, provoquer le débat, créer l'incident, plutôt que de le faire en vase clos dans une case ou dans une maison, de quelque couleur que ce soit. Parce qu'il ne faudrait pas biaiser le choix des Ivoiriens. Il ne faudrait pas leur présenter quelqu'un, leur dire « allez-y, prenez-le ». Nous ne prendrons plus personne comme ça. Et c'est important que nous puissions être en capacité d'avoir des gens qui prennent l'initiative de venir sur des plateaux de télévision et de dire « moi, je veux être candidat ». Pourquoi? Parce que je présente le meilleur profil. Lui, il n'a pas le bon profil parce qu'il lui manque ceci, qu'il lui manque cela. Et ensuite, au-delà de ces éléments d'appréciation, de dire « je veux diriger la Côte d'Ivoire parce que j'ai ceci à leur offrir aux Ivoiriens en termes de qualité de vie ». Mais quand on a une convention dont on ne sait pas la date, mais ça crée une insécurité même pour tous les autres candidats qui voudraient, bien sûr, et ça y va pour tous les autres partis. Parce que si on le fait le plus tardivement possible, comme disait le docteur, au final, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un calendrier électoral, on viendra nous faire un véritable casting, et au final, on reviendra dans les mêmes turpitudes. La Côte d'Ivoire mérite beaucoup mieux, et elle mérite des dirigeants qui ont la légalité, mais la légitimité pour eux, de sorte à ce que, pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils seront, ils ne souffrent d'aucun quiproquo et aucune équivoque. D'accord. Geoffroy Kwao. Oui, deux choses. D'abord, je pense que les questions internes des partis politiques intéressent tout le monde. Parce que les partis politiques sont certes des associations privées, mais des associations privées avec un statut particulier. Financées par les biens publics, mais surtout parce que leurs actions impactent la vie au quotidien des populations. Un exemple, en 2020, lorsque le PDCI, le FPI et d'autres partis de l'opposition lancent la désobéissance civile, ils ont consulté qui?
Mais qui a payé les pots cassés? C'est la population. Les 87 morts, on a poursuivi qui pour ça? Vont-ils les ressusciter? Non. Quand les partis politiques, c'est pas seulement le PDC, tous les partis disent non, c'est notre affaire interne, c'est pas votre affaire interne. Quand on veut parler d'une affaire interne d'une association, on va créer l'association des ressortissants d'Abobo. Voilà. Et puis là, c'est ça. Vous ne demandez pas les deniers publics. Voilà, vous ne demandez pas les deniers publics. Personne ne s'intéresse. C'est l'argent des Ivoiriens. Evelyne. Les hommes politiques pensent qu'on parle d'eux parce qu'ils sont plus intéressants que d'autres. Non, c'est parce que vous impactez notre vie au quotidien. Voilà, c'est tout. Deuxième chose, Yacouba Doumbia a fait une très bonne analyse sur les primaires, une analyse respectable, mais qui démet à relativiser. Ouais. Les primaires ne permettent pas, ne sont pas source de division. Lorsqu'elles portent sur des idées et non des personnes. Mais je vous donne l'exemple des États-Unis. Ça n'a pas divisé les démocrates, ça n'a pas divisé les républicains. En 2012, il y avait près de 12 candidats au Parti socialiste, les primaires. M. Hollande en est sorti, après des débats houleux, mais sur des thématiques importantes. Mais ça n'a pas empêché M. Hollande d'être président. C'est lorsque ce sont des problèmes de personnes. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes dans une démocratie sans démocrates. D'accord. Veuillez Bernard, avec vous, on va refermer ce thème, ce sujet. Je regarde Michel Bitta qui n'a pas pris la parole depuis un bon moment, mais on va fermer le thème avec vous. Sans revenir sur ce que vous avez déjà dit, vous allez rapidement apporter des éléments de réponse sur... Bon, ce que je voulais dire d'abord, c'est que j'invite M. Kouyo, le même discours qu'il tient à l'endroit du PDCI, de faire en sorte que le candidat qui doit sortir, qu'il sorte le plus tôt possible, et qu'on le connaisse parce qu'il va impacter, qu'il tienne ce discours à l'endroit de tous les partis politiques. Que ça ne soit pas un discours partisan dirigé contre le PDC. Mais quand je le dis, j'ai dit que ça vaut pour tous les autres partis politiques. Ça, cela dit, M. Doumbia, je voulais lui dire que quand on est sur un plateau public, comme celui-là, il faut avancer des choses dont on a la preuve. Surtout si on tient des discours extrêmement grave. Un, dire que notre président est illégitime parce qu'il n'a pas été élu sur la base qu'il ne remplit pas les conditions. Ce qui est extrêmement grave parce que nous sommes un parti autonome, un parti, même si vous dites qu'on bénéficie des deniers publics, mais qui est le seul, et je le répète, et je mets, comme on le dit, quiconque quel autre parti en défi, au défi de pouvoir nous prouver le contraire, qu'il y a une démocratie interne en dehors du PDCI-RDA. Et qui dit aujourd'hui qu'il faut faire la convention, je pense qu'il y a des partis où on soulève le bras de quelqu'un pour dire voilà votre candidat. Même les congrès, ils n'en font pas. Votre prochain point. Et puis, qu'ils disent que M. Thiam ne paye pas ses impôts, je lui en laisse la responsabilité. Mais cela est extrêmement grave et je le dis que quand on est sur un plateau public, on avance des choses, il faut en avoir les preuves. Mais nous disons que notre président, c'est un président. Si tu ne peux pas vivre en France, en Suisse, si tu ne payes pas tes impôts, ce n'est pas possible. J'ai mes enfants qui sont aux États-Unis, étudiants même qui sont. Si tu ne payes pas tes impôts, ce n'est pas possible parce que tu es fiché. Qui viennent affirmer des choses aussi graves pour quelqu'un qui a occupé des fonctions au haut niveau. Comment vous pouvez avoir le parcours que M. Thiam a eu si vous fraudez à la fiscalité? C'est extrêmement grave. Comment venir affirmer que M. Thiam ne remplit pas les conditions au parti et on l'a fait de lui le président de notre parti à 96%. Il n'est pas membre du PDCI, qui ne porte pas un jugement aussi grave sur une institution. C'est qu'il ne peut pas faire sur d'autres qui ne font même pas la moitié de ce que nous faisons. Mais cela dit, pour terminer, je voudrais dire que le PDCI-RDA est en ordre de bataille. C'est un parti aujourd'hui plus vivant que jamais. Je vous en donne un seul exemple. En 6 mois, après l'élection de M. Thiam, les nouveaux adhérents, nous en avons eu 25 000 nouveaux adhérents. Des cadres qui ne sont jamais inscrits dans aucun parti, qui sont venus. 25 000. Avec l'élan que l'élection de M. Thiam a eu. Moi, j'ai parcouru les États-Unis, le Canada. J'ai vu comment la diaspora est mobilisée pour M. Thiam, ce qu'on n'a jamais vu. Donc, vraiment, qu'on juge
Monsieur Bion a dit rien ne se passe au PDCI-RDA parce qu'il n'y a pas bureau politique, il n'y a pas convention, il n'y a pas congrès. Mais ce n'est pas ça. C'est bien. Mais il y a plus important. Et puis, vraiment, quand on porte un jugement, il faut être dans l'environnement de la personne qu'on juge. Le PDCI-RDA, c'est un parti démocrate qui le pratique, qui le demeure, qui va respecter tout ce qui est écrit dans ses textes. On va faire un bureau politique qui va fixer la date de la convention. On va faire la convention et on va effectivement passer à la convention et on va aller à la convention d'investiture du candidat qui aura été retenu. Le PDCI est le seul, et je le répète, et il restera fidèle à sa démarche, à ses textes. Merci beaucoup.